Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous être connectés. Il est 11 heures. Je vois qu'il y a déjà 30 personnes en ligne. Merci pour votre ponctualité. On va peut-être se donner encore quelques secondes avant de démarrer notre présentation. L'objet de la présentation, c'est donc crise durable en 2021. Comment garder un temps d'avance grâce à votre service client. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous sommes accompagnés aujourd'hui donc de Cyrine qui sera présente tout du long de la présentation pour vous répondre sur toutes les questions techniques ou les petits problèmes que vous allez avoir. Je me présente, c'est Camille Timmerman. Donc, je suis consultante au cabinet Assenis, qui est un cabinet donc de conseil et de formation spécialiste en expérience client. J'interviens aujourd'hui aux côtés d'Éric Dauteloup. Bonjour à tous, donc je suis Eric Doto, je suis un des cofondateurs d'Acemis et je suis ravi d'être là aujourd'hui avec toi Camille, avec vous tous, pour parler de ce sujet du service client. Est-ce qu'on attend encore un tout petit peu, mon gars? On peut peut-être démarrer notre introduction, ça fera venir les personnes. Tu voulais peut-être ajouter poser aussi toutes vos questions, vos situations personnelles dans le chat, Exactement, et on prendra un temps à la fin donc de cette présentation pour répondre peut-être pas à l'ensemble des questions, mais le plus qu'on peut, évidemment. c'est ça. Donc n'hésitez pas à nous partager vos préoccupations, vos idées, vos bonnes pratiques aussi autour de ces sujets parce que voilà, c'est une période compliquée, je pense, pour tout le monde et donc tous les partages d'expérience seront les bienvenus. J'en profite peut-être pour dire qui sommes-nous à CEMIS. Comme tu l'as dit, on est un cabinet de conseil et de formation. Notre nom dit ce qu'on fait et nous décrit assez bien. On est là pour anticiper, pour aider nos clients à se transformer par le biais de l'expérience client, à la fois comme moteur et comme levier de la transformation. Et puis, make it simple, c'est aussi ce qu'on nous reconnaît, ce qui nous caractérise, trouver des solutions simples et robustes pour pour accompagner les projets et ces transformations, justement. Petite introduction, l'expérience client par Acemis, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'est l'expérience client, c'est ce que vivent et ce que ressentent les clients lorsqu'ils sont en relation avec une organisation, lorsqu'ils utilisent ses services ou lorsqu'ils partagent leur vécu et leur point de vue sur elle. Donc, expérience de relation humaine et digitale, expérience d'usage, expérience de partage. Et dernier point d'introduction en attendant les derniers. Donc, notre promesse autour des services clients ou plus globalement des organisations qui interviennent dans la relation avec les clients, c'est d'opérationnaliser les parcours clients, donc ce qu'on veut faire vivre aux clients, de le transformer en des approches concrètes. Et donc, on intervient notamment sur la stratégie omnicanale. Donc, on vous aide à préciser le niveau d'autonomie digitale pour vos clients et la part du digital qu'on souhaite dans les contacts clients et le rôle des différents canaux autour de la relation client. On travaille aussi sur les organisations et les modèles opérationnels. Donc là, c'est comment est-ce qu'on vous accompagne sur les diagnostics et l'alignement des organisations sur une ambition, sur une stratégie client. On aide à améliorer la qualité relationnelle, la performance opérationnelle, et on vous accompagne dans la définition d'une roadmap de transformation et la mise en place de cette roadmap à la fois sur les organisations et les compétences. On intervient aussi sur les solutions technologiques autour de la relation client, dans ce que dans le conseil on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, on vous aide à faire le point sur les besoins technologiques en matière de gestion de la relation client et aussi sur trouver les bonnes solutions pour optimiser, pour automatiser, pour donner de l'autonomie aux conseillers, etc. On aura l'occasion d'y revenir au cours de cette présentation. On voudrait pas paraître pessimiste, mais 2021 s'annonce quand même tout aussi imprévisible que 2020. Le potentiel de clients susceptibles de contacter un service client a nettement augmenté et puis le besoin de savoir comment interagir avec une marque à distance se fait de plus en plus ressentir. C'est particulièrement vrai en période de confinement ou en période de couvre-feu, lorsqu'il y a un aménagement exceptionnel des horaires.
Les clients sont plus connectés que jamais et le besoin d'interaction humain au quotidien n'en est pourtant pas moins important. Alors, pour passer le cap de cette année qui s'annonce encore compliquée, les entreprises elles vont devoir miser sur l'engagement et l'agilité de leurs équipes et aussi sur la robustesse et l'adaptabilité des dispositifs opérationnels. Car finalement, le service client, ce sera le département qui va accompagner le client durant toute sa vie, que ce soit de sa première commande, son premier voyage, la programmation ou reprogrammation d'une livraison, bref, dans un ensemble de situations. La crise, elle a révélé un vrai besoin de continuité de relation entre les clients et la marque. Donc le service client, il est plus qu'essentiel, d'où cette petite référence à nos collègues culturels. Et donc avec la crise, c'est devenu la pierre angulaire de l'entreprise. Pour préparer ce webinaire, nos recherches visent à répondre à ces deux questions qui sont donc comment redéfinir son offre de relation à distance dans une logique de valeur pour le client et puis comment utiliser les leviers de l'expérience client pour réagir face aux imprévus. Voilà, alors l'offre de service de relation à distance, au-delà des grands mots, bah, c'est avoir une vision précise et partagée des réponses qu'on peut apporter aux clients à travers les canaux de relation à distance, humains ou en self-service. Et par exemple, dans quelle mesure le service client peut-il contribuer à l'action commerciale? Est-ce que des conseillers sont cantonnés à un rôle de SAV ou est-ce qu'ils ont une vue transverse sur l'entreprise? Est-ce que d'ailleurs toutes les entités qui contribuent à la relation client ont envie d'agir de concert en dépassant les traditionnels silos au sein des organisations? Notre conviction, c'est que en reconnaissant au service client un rôle qui va nettement au-delà de rattraper les balles perdues, si vous me passez l'expression, l'entreprise améliore directement la valeur qu'elle apporte globalement à ses clients. Et forcément, la question, c'est jusqu'où on peut aller, comment est-ce qu'on doit choisir d'investir du temps, des ressources, des projets, de l'accompagnement managérial, etc., à bon escient. Et pour ça, on va vous détailler 5 principes qui nous semblent structurants pour y parvenir. Le premier, c'est de penser écosystème global. Donc, ça, c'est un peu la marotte qu'on a en tant que consultant, mais c'est penser processus bout en bout, ne pas s'arrêter aux portes du service client, mais aller couvrir l'ensemble des services. Le service client, il est très souvent déclencheur d'une mise en mouvement au sein de l'entreprise pour apporter une solution. La logistique, le remboursement, par exemple, dans le e-commerce, mais dans tout le retail, c'est un vrai sujet. Et pour ça, il faut une réelle capacité d'agir. J'ai un exemple très récent euh, avec Amazon. On appelle le service client pour lui dire j'ai pas reçu la commande et pourtant elle est marquée comme livrée. Le service client, la force du service client, c'est quand il a la possibilité de dire OK, je m'en occupe, j'engage une enquête en interne, je vais faire les recherches qui vont bien, je vais contacter la logistique, je vais contacter les fournisseurs, etc. Et je reviens vers vous, je m'engage à vous apporter une solution. Donc, cette capacité à déclencher des actions correctives, c'est ça qui est vraiment marquant et le marqueur d'un service client qui sert à quelque chose en étant capable de faire une prise en charge réelle des demandes qu'il reçoit. Prenons un exemple avec Pichet. Pichet, c'est un groupe immobilier. C'est l'un des premiers acteurs en France de la promotion immobilière avec plus de 1500 collaborateurs répartis sur tout le territoire. C'est un groupe qui a beaucoup investi en matière d'orientation et d'expérience client. Et les réflexions, les démarches menées ont fait émerger la nécessité d'un service client qui soit intégré au reste de l'écosystème de l'entreprise. Et pourquoi ça? Bah, justement, dans le monde de l'immobilier, quand on a des clients de nature très diverse, évidemment, il y a des prospects, des futurs acquéreurs, mais on a aussi ceux qui vont dans les hôtels et qui peuvent avoir des questions très pratiques, les investisseurs qui vont avoir des questions sur leur bien en tant que rendement, etc., les copropriétaires au sein de résidences, etc. Pour traiter
toutes ces interactions avec ses clients, il y a beaucoup d'entités au sein du groupe qui sont mobilisées. Des entités d'avant-vente, des entités de SAV, des entités qui sont en charge de la copropriété, du syndic, etc., du courtage, ceux qui font l'aménagement. Et donc, il y a plein de questions de nature très différentes. Les questions, elles arrivent par des canaux divers et variés. Le téléphone, l'email, l'espace perso, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, évidemment, tous les canaux autour des réseaux sociaux. Et donc, il y a un engagement de la direction générale qui a été pris de dire on veut améliorer notre accessibilité, avoir un point de contact simple à tout moment sur des horaires étendus et pour traiter des demandes et pouvoir les prendre en charge. Et donc, la solution qui a été choisie par le groupe, c'est de mettre en place ce service client comme pierre angulaire, comme tu l'évoquais, Camille, tout à l'heure, de cette relation, donc intégrée à la relation, enfin intégrée à l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, rattachée à la direction de l'expérience client pour apporter à la fois des réponses aux clients et aussi contribuer à l'amélioration continue des services. Le deuxième principe qu'on voulait partager avec vous, c'est de repenser les parcours clients pour un maximum de fluidité entre les canaux. La définition du parcours client, c'est loin d'être un simple terme à la mode. Et bien souvent, la redéfinition des parcours clients, ce sont des projets qui sont au cœur des transformations des grands groupes et même des organisations. Le manque de fluidité ou encore les ruptures dans les parcours clients sont à l'évidence des vraies sources d'irritants. Donc l'enjeu, c'est de déterminer par les parcours clients ce qui est réellement utile dans une relation à distance et puis comment l'interaction humaine, elle va renforcer cette expérience client. Donc, les clients sont les meilleurs guides des transformations des organisations et des transformations digitales. Et on a coutume de dire chez Assemis que pour que l'expérience client, elle ne soit pas la conséquence, mais le moteur dans une organisation, il faut d'abord décider de ce que l'on veut faire vivre à ses clients et puis ensuite opérationnaliser et puis faire converger tous les dispositifs internes, que ce soit le système d'exploitation, le management, l'organisation, etc. Mais cette transformation des parcours clients, elle est évidemment, et elle doit être évidemment abordée avec l'ensemble des contributeurs et des acteurs de l'expérience client et donc les services clients, évidemment. Des parcours et une expérience donc réussie vont dépendre de cette très bonne orchestration des points de contact. Mais il faut aussi penser à réconcilier les parcours clients et les processus internes. Car c'est au travers de ces parcours clients que l'on va redonner du sens au processus interne. Par exemple, en les faisant fonctionner ensemble, on va remettre de la cohérence dans toutes les entités d'une organisation au service d'un client. Prenons un exemple d'un achat d'un mobile, donc dans le secteur des télécoms. Le parcours d'achat du client pour l'achat de son mobile va impliquer d'actionner tout un tas de processus internes, par exemple des processus de commande-livraison, les processus de paiement, l'activation des contrats, l'assistance à l'utilisation. Et donc, ces processus doivent être mis en miroir avec le parcours client et donc pour servir le client au bon moment avec le bon canal qu'il a choisi. D'ailleurs, sur ce point du bon client, du bon moment avec le bon canal, on a des démarches plutôt efficaces pour construire ce qu'on appelle la stratégie omnicanal chez Assemis, en partant de ces parcours clients. L'idée, c'est de se dire quels sont les canaux qu'on propose aujourd'hui en matière de relation avec les clients et quels sont les canaux qu'on proposera demain, qu'ils soient en self-service, humain en proximité, humain à distance, qu'on parle des canaux communautaires. Et ensuite, de se placer dans le prolongement de ces approches parcours en réfléchissant à quels sont les grands motifs de contact aujourd'hui et demain. Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a des choses structurantes qui vont se passer voilà. Regardez si, sur base de ces projections, on réfléchit ensuite à quels sont les canaux qu'on souhaite pousser, donc qu'on souhaite privilégier, ceux qu'on souhaite éviter et ceux qui sont éventuellement possibles. Et ces éléments-là permettent, comme on l'a fait avec notre client Établissement français du sang, de clarifier une stratégie
moyen, long terme en matière de contact, de gestion des contacts, et du coup de poser les bases d'un projet de transformation pour les organisations de la relation client à distance en lien avec le digital et les équipes physiques. Principe numéro 3, renforcer l'autonomie des clients avec les bonnes solutions technologiques. L'autonomie avec le digital, bon, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, c'est aujourd'hui une exigence et pareil, on sait que ça tombe plutôt bien parce que en général, ça répond aussi aux enjeux d'optimisation au sein de l'entreprise. On a pu voir, notamment en 2020, que c'est d'autant plus utile en situation de crise quand on est contraint de fonctionner en sous-effectif avec des contraintes sur les équipes qui sont en proximité des clients. Et donc, c'est là où il faut qu'on réfléchisse très nettement sur comment est-ce qu'on fait pour plus de digital dans la relation. Euh, Développer tout ce qui est automatisable, répétitif, conseiller aux clients, aux conseillers, confier aux conseillers des services clients les actions les plus complexes. C'est une quête au sein des entreprises qu'on suit déjà depuis au moins 20 ans. Euh, mais ce qu'on cherche à faire et en se concentrant sur ce qui a le plus de valeur, c'est aujourd'hui aidé et accompagné par une batterie de solutions qui existent aujourd'hui et qu'il faut évidemment considérer en fonction des objectifs spécifiques à chaque entreprise à un moment donné. Euh, on a par exemple tout ce qui tourne autour des self-care, donc espace client, chatbot, FAQ dynamique, dans tous les secteurs, pour les entreprises de toutes les tailles, on voit que c'est des projets sur lesquels on investit et le challenge est surtout de prévoir des solutions en se mettant à la place du client pour imaginer des solutions qui soient vraiment utilisées par les clients, faire en sorte que les espaces clients, les Ouais, gens y aillent en autonomie. en autonomie et que ça réponde à un besoin. Le deuxième exemple qu'on présente là, c'est un dispositif de type SV visuel qu'on travaille avec notre partenaire Dialwans, par exemple. C'est comment intercepter des clients qui viendraient et qui iraient naturellement vers un service client. Comment est-ce qu'on anticipe ces points-là pour les amener vers un parcours autonome directement, ce qui permet d'automatiser le traitement de leurs demandes et de dégager du temps des conseillers pour traiter les demandes qu'on ne peut pas éviter. Voilà, et du coup, c'est ce qui permet d'aller vers des interactions à plus forte valeur, où on a des possibilités d'upsell, où on traite des situations complexes ou avec une dimension émotionnelle forte. Ça fait du coup parfaitement lien avec notre quatrième principe qui est d'outiller les collaborateurs pour qu'ils se focalisent sur la relation client. L'idée derrière, c'est vraiment de repenser les outils pour simplifier l'action des collaborateurs et de la rendre plus efficace. En relation client, il y a toujours une notion de temps derrière. Et simplifier le quotidien, c'est gagner à la fois en confort pour les collaborateurs, pour les équipes et aussi en efficacité. Mais outiller les collaborateurs, ça ne veut pas du tout dire rajouter des outils. Bien au contraire, dans de nombreux services clients, les collaborateurs doivent déjà jongler entre plusieurs outils. Donc, il y a les outils pour le suivi de la commande, ceux pour le paiement, encore d'autres outils pour le suivi des transporteurs, de la livraison. Donc, désolée de prendre des exemples du retail, mais ce sont ceux qui m'ont marqué personnellement. Mais bref, les postes de travail sont complexes et chargés. L'idée, c'est d'aller simplifier au maximum ces postes de travail pour gagner en efficacité, en confort, avec moins de clics, moins d'outils, et pour permettre donc aux équipes de se centrer vraiment et réellement sur l'échange, la conversation qu'ils ont avec le client, tout simplement. La connaissance des clients, c'est également un vrai levier d'efficacité qui donne la capacité aux collaborateurs de voir toutes les informations clients, quelle que soit la provenance des données. Et donc, ça peut être ses précédents échanges, ses précédentes interactions, ses informations. Donc, prenons un exemple avec une vue 360. Donc, on voit là un écran d'un CRM Salesforce, hein, pour pas le citer, qui donne en visibilité ce qu'a déjà vécu le client. En l'occurrence, là, on est sur un cas d'un sinistre habitation avec un dossier en cours. Et le collaborateur a la pleine visibilité de ce qu'a déjà vécu le client et pour lui, c'est fluide.
Il comprend ainsi mieux l'objet de la demande du client, l'objet de son appel, et il est en mesure d'avoir un temps d'avance, d'anticiper et de proposer des bonnes solutions dans un temps record et puis pour satisfaire le client. Le troisième point, du coup, pour simplifier l'action des collaborateurs, va être autour et la rendre plus efficace, ça va être autour de la personnalisation de la relation, grâce notamment aux apports de l'IA, de la data, pour suggérer des pistes. Donc, que ce soit en flux entrant ou en flux sortant. Par exemple, une pop-up qui va apparaître sur l'écran du collaborateur lors d'un appel client pour l'informer, le conseiller et l'aiguiller dans son échange, que ce soit sur un moment fort de vie du client, par exemple. Le bon usage de la data, la transparence et la bonne utilisation des données, c'est des facteurs clés de confiance. Donc, si le client ne souhaite pas de personnalisation, à tout prix, c'est son choix. Le dernier point que je voudrais aborder avec ce principe-là, c'est la recherche d'efficacité opérationnelle pour le service client. Et par exemple, avec des algorithmes rattachés à la boîte mail du service client qui vont classer automatiquement les emails en fonction de la nature des demandes des clients et qui vont les rerouter vers les bonnes files de compétences. Donc, il y a un gain de temps énorme et puis vraiment un apport de la data, de la technologie. Donc, les deux derniers principes qu'on vient de voir montrent bien qu'aujourd'hui, la technologie, les outils et le digital sont bien évidemment des leviers de transformation qui permettent de prendre un temps d'avance dans une relation client à distance. Et qui en plus, du coup, accompagne les services et les services clients et les équipes sur une montée en compétences plus rapide des collaborateurs, ce qui est pas forcément une mauvaise idée non plus. Le dernier principe qu'on voulait évoquer et qui, du coup, redonne la part belle aux équipes, on est dans la relation client et on est quand même sur, in fine, une relation entre deux personnes. Et pour ça, en période de crise, comme aujourd'hui, on s'est rendu compte que les entreprises s'appuient encore plus qu'elles ne le font habituellement sur leurs collaborateurs et notamment évidemment sur les collaborateurs qui sont en relation avec les clients. Et c'est pourquoi on a la conviction qu'il est essentiel de redonner aux équipes les marges de manœuvre et les capacités d'initiative qui vont leur permettre d'exercer pleinement leurs activités. Et oui, parce qu'en effet, après presque un an de crise, les collaborateurs ont constaté qu'ils pouvaient faire bien plus et bien mieux que ce qu'on leur permettait de faire en temps ordinaire. Donc, plutôt d'imaginer que de redevenir à une situation avant crise, les entreprises elles vont avoir tout intérêt à regarder comment elles peuvent continuer d'octroyer plus de pouvoir d'agir à leurs collaborateurs. Car des collaborateurs en mesure d'exercer le pouvoir d'agir qu'on leur a confié posséderont une plus grande marge de manœuvre pour développer l'aspect humain de la relation client et satisfaire leur interlocuteur en toutes circonstances. C'est aussi un grand gage de motivation pour les équipes et puis de durabilité dans les postes, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même un fort turnover dans les services clients. Donc la performance d'un service client n'est pas qu'une question de processus ni de technologie, mais en fait avant tout une question humaine. Donc quand on laisse la liberté et les marges de manœuvre, les équipes, elles sont plus armées pour faire face à des situations complexes, de crise ou d'imprévus. Oui, tout à fait. Et prenons l'exemple, illustrons ce principe du pouvoir d'agir avec Orange, qui a engagé des moyens très importants pour améliorer la prise en charge de ses clients. Et notamment, un des sujets concerne l'autonomie des équipes des services clients. Le client peut arriver à des situations complexes pour lui, imprévues, inédites. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème technique, ça peut être le technicien qui, lors d'une intervention, a un problème et n'arrive pas à résoudre une panne, etc. Le sujet est de voir comment est-ce que l'entreprise anticipe ces situations-là et réfléchit en matière d'outils qu'elle met à disposition, donc des outils, des matériels adaptés, par exemple pour gérer des remboursements, mais prévoir les habilitations suffisantes. C'est pas juste je suis conseiller, j'ai l'outil pour faire le remboursement, mais est-ce que j'ai la marge de manœuvre, la capacité
à dire, par exemple, je peux aller jusqu'à, je sais pas, selon les métiers, 10 euros, 100 euros pour pouvoir répondre immédiatement à une demande et à un problème que rencontrerait le client sans être obligé de passer par un manager, une escalade, un processus qui va prendre longtemps et qui finalement va coûter cher à l'entreprise et qui va pas satisfaire le client. Et est-ce que j'ai les compétences adaptées pour pouvoir évaluer les besoins et jauger de justement, est-ce que je suis dans une situation normale ou pas? Est-ce que c'est normal de proposer quelque chose? Et puis, est-ce que je suis du coup dans une situation qui est normale et acceptable? Et du coup, rentrer dans une politique de risque calculé plutôt que d'être dans une approche de contrôle a priori des situations. Ça, c'est des choses qui produisent un effet et des ressentis directement palpables et mesurables. Et au-delà du fait que l'interaction est traitée en un seul contact, ce qui évidemment pour toutes les équipes qui gèrent les services clients une priorité, ce once and done, se traiter en une fois, etc. C'est un vrai sujet, mais en tout cas, on sait que c'est directement producteur de satisfaction, comme tu le disais, Camille. Et c'est également très valorisant pour le conseiller de se sentir utile. Voilà, donc on a abordé ce qu'on voulait présenter comme les 5 principes qu'on voulait partager avec vous, qui nous semblent importants pour redéfinir son offre de relation à distance. Travailler de bout en bout autour des processus qu'on met et qu'on active à partir du service client, repenser les parcours clients dans une logique de fluidité entre les canaux, renforcer l'autonomie du client sur tout ce qui est utile pour lui, revisiter l'outillage des collaborateurs pour les aider à se centrer sur la relation avec leurs clients, et puis redonner aux équipes les marges de manœuvre et les capacités d'initiative qui sont nécessaires pour leur action au quotidien. Il nous semble que selon nous, c'est les cinq chantiers de réflexion prioritaires pour quand on souhaite redéfinir son offre de service dans une optique de valeur pour ses clients. Entrons maintenant dans le second temps de notre exposé, l'expérience client comme guide pour faire évoluer ses services clients, notamment pendant la crise. Pourquoi l'expérience client? Parce que nous pensons, c'est notre tropisme assémiste, mais on pense que c'est le bon angle d'attaque pour prioriser les évolutions et pour évaluer les investissements nécessaires, les investissements porteurs de sens. En effet, l'équilibre est pas évident à trouver entre investir en ressources, en moyens, en projets d'amélioration, notamment dans ces périodes qui sont compliquées où on a eu un œil prudent et qu'on est vigilant sur la marge, sur les dépenses. Est-ce qu'il faut investir sur du nouveau? Est-ce qu'il faut augmenter son efficacité opérationnelle en maîtrisant ses coûts, en limitant les services, en ajustant au mieux ce qu'on fait? C'est pas évident de trouver le bon équilibre. C'est pas évident de doser son effort tout en cherchant un peu cette touche différenciante. C'est un peu ce supplément d'âme qu'on cherche à avoir. Et on a la conviction que c'est là que penser client et se dire qu'est-ce qui est important pour le client, c'est ça qui peut permettre de prendre qui a du sens. Du coup, dans cette deuxième partie, on cherche à apporter des éclairages sur 2 questions. Qu'attendent finalement nos clients aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose qu'avant? Et puis, si je me positionne aux bornes de mon service client, comment est-ce que je garde un temps d'avance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour garder un temps d'avance en matière de relations clients à distance? Pour le premier point, on a bien évidemment vu que la crise a exacerbé certaines priorités et attentes des clients. Il y a ce que les clients veulent en plus en période de crise, ce sur quoi ils sont prêts à faire des compromis, et puis encore ce sur quoi ils vont rester intransigeants. Les clients veulent plus de proactivité. Par exemple, la MAF, cette compagnie d'assurance, a fait preuve de prévenance en envoyant la veille d'une inondation un SMS qui présente aux clients atteints de la zone toutes les précautions à prendre pour protéger sa famille et ses biens.
Les clients, ils attendent aussi que les entreprises, elles fassent des efforts de transparence quant à leur mode de fonctionnement interne, qu'il s'agisse de communiquer sur son engagement philanthropique à l'effort sanitaire ou bien de communiquer sur la réduction temporaire de ses effectifs justifiant un abaissement de la qualité de service. C'est vraiment cette transparence qui va permettre d'ancrer durablement la marque dans l'esprit humain en renforçant sa considération. Le deuxième point, c'est les clients sont prêts à faire des compromis sur l'immédiateté. Alors l'immédiateté sous l'angle de la patience. Les clients comprennent que la formule tout de suite, maintenant n'est plus possible. Il y a aussi l'accompagnement, qui est également un point sur lequel les clients peuvent faire des compromis, mais seulement si derrière il y a une solution digitale qui est proposée. Et donc, il reste les points sur lesquels les clients restent intransigeants. Et la fiabilité, ça va être donc la fiabilité des offres et des services délivrés par l'entreprise et pour le client et pour lesquels le client continue de payer. En toutes circonstances, l'entreprise, elle doit faire son maximum pour délivrer sa promesse. Le dernier point, c'est la simplicité. Alors oui, le traitement optimal des processus est complexe et c'est d'autant plus le cas en période de crise, mais c'est du ressort de l'entreprise, des organisations de le rendre le plus facile, indolore et simple. La complexité, elle va rester dans les coulisses et puis sur scène, on ne connaît que la simplicité. Il y a donc certaines entreprises qui ont fait vraiment preuve de réactivité en devançant les inquiétudes de leurs clients et elles ont donc ainsi vraiment évité un certain nombre de frictions dans l'expérience client. Par exemple, donc Leroy Merlin, qui est un de nos clients, qui a su donc dans l'urgence adapter son modèle de distribution en proposant de nouveaux services. Par exemple, la mise en place d'un canal de chat dédié à l'aide au dépannage, la mise en place de visio sur rendez-vous pour la vente et la conception des projets. Il y a aussi eu donc des services spécifiques de commande en ligne sur Internet avec retrait de marchandises sur rendez-vous. Donc ces nouveaux services se sont bien entendu appuyés sur les services clients, sur les équipes des services clients. Fitness Park a réussi aussi à se distinguer de la concurrence par sa proactivité de son service client avec des équipes qui ont été mobilisées pour poursuivre l'accompagnement de ses adhérents et ce malgré la fermeture des salles. Un accompagnement proactif dans la réalisation des démarches inhérentes à la crise sur la gestion des abonnements, etc. Et ils ont ainsi vraiment su limiter le taux de désabonnement. Le dernier exemple que je voudrais évoquer, c'est Monabank, donc qui a été élu meilleur service client dans sa catégorie en 2021. L'entreprise a donné la priorité sur l'accessibilité de ses services de relations clients et ce sur tous les canaux. Un délai moyen de 38 secondes par chat, de 8 minutes par Facebook, de 3 heures par mail, ce qui démontre une grande fiabilité dans la prise en charge des demandes clients. Ces entreprises, elles ont instauré une vraie relation de confiance et vraiment une clé de fidélisation. Du coup, Camille, qu'est-ce que la question qu'il faut qu'on se pose maintenant, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut initier rapidement et en se disant que ce qu'on fait aujourd'hui dans cette situation de crise sanitaire, on aura des bénéfices qui devraient aussi perdurer par la suite et on espère bien sortir un jour de cette situation bizarre. Absolument. Donc, le premier point, c'est de définir les clients prioritaires et les services prioritaires. Donc, depuis juin 2020, Fnac Darty testait un nouveau canal, donc WhatsApp, réservé aux clients détenteurs de la carte One. Et cette stratégie donc de priorisation démontre une forte volonté de la Fnac de se rapprocher d'une relation de one-to-one de ses meilleurs clients. Pour les situations prioritaires? Pour les situations prioritaires, prenons un autre exemple, Enedis, donc qui est dans la distribution d'électricité. Il arrive qu'on ait une panne électrique. Et ce qu'ils ont choisi comme démarche, c'est de guider le client à travers un protocole précis qui lui permet de faire tout un tas de choses très simplement chez lui tout seul. Et donc, avant de contacter le service client. Et ça, c'est un énorme
gain de temps pour le client parce qu'il y a quand même tout un tas de situations pour lesquelles il va trouver sa solution tout seul. Mais c'est aussi un gain de temps pour le service client parce que finalement, quand il est contacté, là, il est contacté pour une situation précise pour laquelle le client a déjà fait des démarches. Il est déjà allé sur son compteur Linky, il a déjà des informations, il peut transmettre des informations qui vont aider le conseiller à qualifier rapidement sa demande et à aller plus vite euh, vers la solution avec le client. Donc, on voit bien que c'est le fait d'avoir orienté le client et de rentrer dans une situation prioritaire permet de gagner du temps au service client. Et quand on est en ressources limitées, on perçoit que c'est tout de suite bénéfique. C'est un win-win. Exactement. Une autre action à initier rapidement, ça va être de réorienter à marche forcée vos clients vers le digital. Donc, de renforcer la gestion en autonomie des clients sur les situations simples, en les redirigeant vers tout ce qui va être application de self-care. Un exemple, tout le monde a en tête Doctolib qui a montré l'exemple en matière de prise de rendez-vous par le digital. Aujourd'hui, avec l'EFS, a par exemple, avec la crise sanitaire, très, très largement renforcé la part des rendez-vous pour faire ces dons de sang. D'ailleurs, vous avez le site pour ceux qui seraient intéressés, allez le voir, c'est un beau geste. Et puis Donnez votre sang, voilà. Et mon rendez-vous don de sang, donc c'est une plateforme web qui systématise la prise de rendez-vous et qui, accessoirement, décharge les canaux de relations à distance par téléphone de cette prise de rendez-vous de manière très, très spectaculaire. Notre troisième et du coup avant-dernière action, c'est d'être plus transparent dans sa communication et de démontrer sa sincérité. Deux exemples récents, très récents. Amazon, qui est un très bon acteur en matière de relations clients à distance et qui arrive à anticiper les problèmes de commande en disant, ben voilà, de manière très humble, on a un problème sur la livraison qui va arriver, on s'excuse et on vous tient au courant avant que ça arrive. Ça semble basique. Bien avant ces 2 jours, je crois. Oui, même, c'est ça, ça semble basique, mais ça fait toujours son effet. Et un petit pas en plus, le supplément d'âme dont je parlais tout à l'heure, le petit pas de Decathlon qui envoie un peu dans le même genre de situation un message, mais qu'il fait avec une tonalité qui est en respect, en accord avec l'esprit de la marque, de proximité, sincérité, émotion. Bon, excusez-moi, moi je suis fan de Decathlon. Et donc le tout dernier point avant de clôturer ce webinaire, c'est de travailler sa prévenance. Et donc la prévenance, ça recouvre 2 notions qui donc d'anticiper et de prendre soin. L'objectif, c'est de créer un ressenti pour le client. On prend les devants. Je ressens qu'on prend les devants pour que tout se passe au mieux de mon intérêt. Alors, c'est évidemment un sujet complexe parce que il peut impliquer énormément d'actions et d'anticipation de la part de l'entreprise pour des choses qui se voient pas. Il implique d'imaginer les situations qui pourraient être potentiellement compliquées, à risque, et de mettre en place des mécanismes de détection pour pouvoir réagir au bon moment. Tu as parlé tout à l'heure de la MAF et de la météo. On peut parler également d'Orange qui travaille sur l'anticipation des perturbations météo et sur les impacts sur les clients. Et par exemple, en cas d'alerte orage, en cas d'alerte grave, on prévient les clients de la zone concernée spécifiquement, de manière personnalisée, comme on l'évoquait dans la première partie. Mais on va plus loin, on anticipe aussi les éventuels problèmes matériels. On sait qu'on va avoir de la casse, on sait qu'on va avoir des livebox qui vont griller. Et donc, de manière préventive, on préachemine des équipements dans les boutiques proches de ces clients-là pour que si jamais le service client est contacté, il puisse gérer les demandes de remplacement et directement réorienter vers les clients vers les boutiques qui auront le stock disponible pour fournir les clients concernés. Et donc là, on limite les temps d'interruption, on limite les temps de non-service, qui sont, comme tu l'évoquais tout à l'heure, une des priorités dans les télécoms. Puis on délivre sa promesse aussi de fiabilité. Exactement, exactement. Voilà, donc ça, c'était les quatre grands principes qu'on voulait vous présenter, 4 pistes simples qui partent des clients pour gérer, optimiser son service client en mode crise. Voilà, on sait la crise est là, les contraintes en matière de relations clients, on commence à les connaître.
On a parfois plus de volume, on a des demandes clients dont les natures évoluent, on a une pression sur les coûts pour protéger la marge, on a des ressources pas forcément présentes, on a des contraintes dans l'organisation du travail qui pèsent sur tout le monde, les collaborateurs, les managers. On a justement un management qui s'adapte à marche forcée. Pour nous, ces 4 pistes simples, elles partent de l'expérience client, elles méritent d'être réellement considérées. Elles sont possibles que si on prépare les organisations des services clients en amont, notamment pour rechercher un maximum de flexibilité, réattribuer des tâches, réattribuer des activités, redimensionner, éventuellement repenser ses horaires, revisiter les habilitations. Enfin, ça fait beaucoup de choses à passer en revue, mais ça nous semble important. Et puis, dernière chose auquel il faut penser aussi, c'est renforcer le management de proximité. Et pour ça, travailler sur le sens, faire évoluer les droits, travailler sur les marges de manœuvre. C'est ce que chez Semis, on appelle le management par l'intention. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour le coup, j'espère que cette présentation vous aura permis de considérer cette situation qu'on vit sous un angle un petit peu différent, enrichissant, peut-être avec quelques idées différentes. Et voilà, on est à votre disposition pour échanger s'il y a des questions, des remarques. Alors pour l'instant, je vois aucune question. On a encore un certain grand nombre de participants connectés, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez qui vous viennent après le webinaire, vous avez nos contacts pour nous les poser directement. Et puis sinon, on peut attendre encore quelques instants et présenter les derniers webinaires qu'on a fait, par exemple en 2020. Tout à fait. Voilà les webinaires que vous trouverez en replay sur notre chaîne web IKEO. Absolument. Donc, on a donc réinventé votre expérience client, les 10 clés pour une transformation agile. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font écho à ce webinaire-là. Il y a plusieurs webinaires sur l'expérience salariée. Il y a un webinaire sur les projets digitaux qui fonctionnent ensemble avec les projets CRM. Il y a aussi un webinaire dédié au management par l'intention qu'on venait de citer. Et aussi un webinaire en partenariat donc avec Novensia sur comment enrichir son CRM avec la data et l'IA. Je vois un certain nombre de remerciements pour la présentation. Mais merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pendant ces 42 minutes. Je tiens à signaler que c'est la première fois qu'on tient le timing. Donc c'est très bien. Écoutez, s'il y a vraiment aucune question pour l'instant, on va tout simplement voilà, clôturer ce webinaire et puis vous dire à très bientôt. On n'a pas encore le sujet ni la date de notre prochain webinaire, mais ça ne saurait tarder. On vous tiendra du coup au courant. Merci à tous, merci beaucoup. Et puis, bonne suite pour votre relation client. Et puis, à très bientôt. Merci à tous.